Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une longue série de vidéos sur l'étude des maladies infectieuses et du syndrome infectieux. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons étudier la relation qu'il existe entre la SIRS et la sepsis. Alors la SIRS ou la SRIS en français est le syndrome de réponse inflammatoire systémique, qui est un syndrome clinique correspondant à la réponse inflammatoire systémique à certaines agressions cliniques graves. Donc, cette SIRS est caractérisée par la présence d'au moins deux des signes suivants, c'est-à-dire une température corporelle supérieure à 38 degrés Celsius ou inférieure à 36 degrés Celsius, mais également une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute. Alors dans la littérature, on pourra retrouver ces deux valeurs entre 90 et 100 battements par minute. Mais également au niveau de la respiration avec une fréquence respiratoire supérieure à 20 cycles par minute et une leucocytose marquée qui exprime le taux de globules blancs dans le sang. Donc ensuite, vous avez la sepsis, qui est un terme médical qui désigne toute réponse inflammatoire généralisée associée à une infection grave. Ici, vous avez des exemples. Et ça me permet d'introduire le terme de septicémie, qui est défini comme un dysfonctionnement organique qui menace la vie à cause d'une réaction dérégulée de l'hôte à l'infection. Et donc, c'est cliniquement prouvé que la sepsis est égale à la SIRS plus une infection. Donc, vous voyez ici la chronologie. Vous avez la SIRS avec les signes cliniques qui lui sont associés au niveau de la fréquence cardiaque, respiratoire, mais également de la température. Une SIRS plus une infection donne une sepsis plus un dysfonctionnement d'organes donne une sepsis sévère ou grave, et une sepsis sévère plus une hypotension donne un choc septique. Et on pourra parler également de dysfonctionnement multi-organes, qui est la présence de troubles de la fonction de deux organes ou plus chez un patient malade qui nécessite une intervention clinique pour maintenir l'homéostasie. Donc, les agents pathogènes sont capables de déclencher une réponse inflammatoire, chose que nous avons étudiée dans les précédentes vidéos par rapport à la réaction inflammatoire aiguë et qui va faire intervenir l'immunité innée et l'immunité acquise. En général, ce syndrome d'inflammation qui a un impact organique total est appelé syndrome de réponse inflammatoire systémique. Mais quand c'est dû à une infection, on l'appelle une sepsis. Alors j'espère que vous avez bien compris ce principe. Dans les deux cas, si la cascade inflammatoire n'est pas régulée et augmente, la situation générale s'aggrave et se produit. Donc on va pouvoir noter une défaillance organique progressive, une défaillance cardiovasculaire, mais également rénale, hépatique, au niveau du système nerveux central, et également une détresse respiratoire. Alors les agents pathogènes sont capables de déclencher une réponse inflammatoire, et la puissance de cette réponse va dépendre de la capacité de l'hôte, mais également de son système immunitaire, mais aussi de la virulence de l'agent pathogène et de l'évasion immunitaire. L'évasion immunitaire, c'est lorsqu'un agent pathogène passe sous le radar du système immunitaire. Alors cette inflammation a des répercussions au niveau local qui va générer une série de symptômes et de signes généraux et une réponse systémique. Si cette réponse est exagérée, nous verrons des données d'activation comme la surcharge, la détérioration ou l'échec organique à distance. Alors juste pour votre information, un agent pathogène intracellulaire va produire une réponse inflammatoire très faible ou nulle par rapport à un producteur de toxines. Donc le syndrome de réponse inflammatoire systémique, nous l'avons vu, il est caractérisé par la présence d'au moins deux des signes suivants, la température corporelle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la leucocytose. Devant un malade qui présente un SRIS, il faut s'efforcer de rechercher s'il y a une infection,
Mais il faut également éliminer d'autres causes non infectieuses de ce symptôme, comme par exemple des agressions tissulaires, nous avions vu la pancréatite, mais également des infarctus tissulaires comme au niveau du myocarde, des poumons et du mésentère. Mais également des problèmes métaboliques avec une crise hyperthyroïdienne, des pathologies inflammatoires ou les effets indésirables d'un traitement, par exemple une réaction à un produit dérivé du sang. Et également une pathologie tumorale avec des cancers solides, du rein par exemple, ou des lymphomes, ou le syndrome de Lise tumorale. Alors par rapport à la sepsis, donc le choc septique se traduit par la chute de la tension artérielle, des frissons, des extrémités froides, de la tachycardie, et nécessite une hospitalisation en milieu de réanimation où seront placées entre autres des perfusions intraveineuses qui permettront l'administration d'antibiotiques directement dans le sang, de l'oxygène et des produits comme la dopamine qui est nécessaire au bon fonctionnement du système circulatoire. Alors ce choc septique, c'est une sepsis grave avec un dysfonctionnement d'organes, mais également une instabilité de l'appareil cardiovasculaire et des conditions hémodynamiques comme l'hypoperfusion ou l'hypotension. Alors, sa létalité est de 10%, supérieure à celle d'un infarctus aigu du myocarde par exemple ou d'un traumatisme grave et va augmenter jusqu'à 40% en cas de choc septique. Alors, selon les cas, on aura recours aux soins suivants: traitement des troubles de la coagulation, transfusion sanguine, administration de concentré de globules rouges, ventilation artificielle, traitement de l'état de choc, alimentation artificielle, administration d'insuline, hémodialyse ou antibiothérapie. Alors maintenant, nous allons étudier la pathogénie du choc septique. Donc, on va noter une libération de toxines qui sont des facteurs de virulence et qui vont agir comme des déclencheurs inflammatoires du foyer septique au reste de l'organisme. Et ces toxines vont fonctionner comme des hyperstimulants endogènes de l'inflammation et vont provoquer des métabolites de l'acide arachidonique et également les cytokines que vous voyez ici que nous avions longuement étudiées sur une vidéo sur l'état fébrile. Alors au niveau systémique, cela conduit à des altérations dans différents systèmes avec des altérations progressives de l'homéostasie, par exemple la fièvre, mais également des altérations cardiovasculaires, hypertension, hypotension, tachycardie, des altérations respiratoires avec une hypoxie par exemple, des altérations au niveau des reins, une oligurie ou une acidose et des altérations hépatiques comme par exemple une coagulopathie. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.